Bonjour et bienvenue. Vous écoutez Akibapla, le podcast qui porte la voix des passionnés du vivant en Occitanie. Je suis Audrey Boyer, naturopathe certifiée, et depuis 2023, je sillonne l'Occitanie avec mon micro pour interviewer des amoureux du vivant. Chaque mardi, je vous partage des conseils concrets et des rencontres inspirantes pour mieux prendre soin de vous et du monde qui nous entoure. Si le podcast vous plaît, pensez à vous abonner et à le partager autour de vous. C'est une petite action pour vous, mais un grand soutien pour moi. Vous êtes prêts ? Alors, place à votre nouvel épisode. Vous écoutez l'épisode 89 d'Akibapla Podcast. Aujourd'hui, on va parler des huiles essentielles. Vous en avez sûrement déjà utilisé, vous en avez peut-être qui dorment dans vos placards et vous ne savez plus trop quoi faire avec. Eh bien, cet épisode va vous éclairer sur ce qu'est vraiment une huile essentielle, comment c'est fabriqué, comment bien choisir ces huiles essentielles pour qu'elles soient de qualité et surtout comment les utiliser sans faire de faux pas. On parlera également de l'impact environnemental et éthique dans le processus de fabrication et de vente des huiles essentielles. Et pour aborder toutes ces questions, j'ai la joie de recevoir dans le podcast Camille Comé. Bonjour Camille. Bonjour Audrey. Alors Camille, tu es docteur en pharmacie et diplômée en aromathérapie. Tu as créé ta propre entreprise qui s'appelle l'Atelier Aroma, qui sert à former les professionnels de santé à l'utilisation des huiles essentielles, mais aussi le grand public. Et tu es également membre de l'équipe de Bohémia. Alors Bohémia, c'est une distillerie artisanale que j'avais eu le plaisir d'aller interviewer il y a déjà quelques années. Donc d'ailleurs, je vous invite à aller écouter l'épisode si ce n'est pas déjà fait pour découvrir toute la philosophie de Bohémia. Et Camille, ma première question, c'est pourquoi cet amour pour les huiles essentielles ? Alors, c'est venu progressivement. Quand je me retourne sur le chemin parcouru, ça semble logique comme un fil, mais chaque action a été la suite logique d'une autre. Déjà, j'ai eu la chance quand j'étais enfant d'avoir des parents et une famille qui m'ont initiée aux plantes, comme on a fait juste avant en venant faire l'interview, à montrer une plante sur le côté du chemin. Ah tiens, regarde, tu connais celle-là, on peut faire ça, on peut la manger, puis on peut se soigner avec celle-là. Donc ça m'a mis clairement le pied à l'étrier et donné le goût d'observer et d'utiliser les plantes. Après, je me suis dirigée vers pharmacie, parce que ma maman était pharmacienne et que c'était une profession qui m'attirait. Jusque-là, je voyais pas le lien avec les plantes. Et tu te dis peut-être, et donc à la fac, t'as trouvé ça ? Pas du tout. À la fac, je suis complètement passée à côté de l'enseignement huile essentielle qui était très court. Je me souviens plus si c'était 2 ou 4 heures, mais vraiment extrêmement court. Et complètement déconnectée de la plante. Et c'était utilisé comme un principe actif, en fait. Donc ça, c'est la vision que j'ai gardée jeune pharmacienne. On avait des jolis flacons sur les étagères. J'aimais beaucoup, par contre, le visuel des étagères d'aromathérapie. J'y connaissais pas grand-chose parce que ça avait été abordé brièvement et que j'avais pas capté l'intérêt que ça pouvait vraiment avoir. Et c'est au comptoir, quand mes premières patients, souvent patienteux, m'ont demandé des conseils, que j'ai commencé à l'utiliser, à creuser un petit peu. Et c'est surtout leurs retours, en fait, qui m'ont donné envie d'en savoir plus, en mode, ça marche quand même vraiment bien, ce truc. Et donc j'ai fait des petites formations. Et sur mon premier remplacement, j'ai été face à un échec thérapeutique. C'était sur un zona. Une dame qui n'arrivait plus à être soulagée par aucune méthode. Alors il y avait le traitement antiviral que lui avait prescrit son médecin, elle voyait un coupeur de feu. Elle venait à la pharmacie chercher de l'aloe vera pour essayer de se soulager un petit peu. Et j'ai proposé d'essayer une huile essentielle. Et elle me dit « Oh non, j'ai tout essayé ». Puis elle se ravise en me disant « Non, c'est vrai que quand même ça, j'ai pas essayé ». Donc on part sur du niaouli pour son côté antiviral et il y a un effet un peu coupeur de feu aussi qui est intéressant. C'est utilisé en radiothérapie par exemple. Elle repart avec et elle revient 2 jours après en mode miracle, trop bien, game changer. Donc là, ça a été j'avais mis le doigt dans l'engrenage de l'aromathérapie et je me suis plus jamais arrêtée. Je me suis formée beaucoup jusqu'au diplôme universitaire d'aromathérapie et j'ai pratiqué. Et mes patientes, alors il faut remettre en arrière, c'était il y a une dizaine d'années. Donc il y a une dizaine d'années, il n'y avait pas des formations, pléthore de
propositions sur internet, donc mes patientes, ce qu'elles me disaient, c'est: «Ça m'intéresse, mais comment les utiliser?» Si je leur faisais un conseil de gouttes pour ça, oui d'accord, mais maintenant que j'ai le flacon, qu'est-ce que je peux faire avec? Hem, Si j'en ai déjà chez moi, comment je peux les utiliser? Et donc je me suis mis à organiser des petits ateliers à l'arrière de la pharmacie, à faire des formations à l'aromathérapie. J'y ai pris beaucoup de plaisir. Apparemment, les personnes qui venaient aussi, et ça m'a amenée à former finalement des confrères et des consoeurs à l'hôpital, en pharmacie. J'ai pris beaucoup de plaisir aussi à ça et c'est devenu mon activité principale. Et dans le cadre de mes formations, j'avais besoin d'utiliser des huiles essentielles parce que je te disais, l'enseignement, je l'avais trouvé déconnecté. Moi, je voulais faire sentir, je voulais ramener des plantes. On parle du laurier, ben, je te montre un brin de laurier, je te fais sentir le laurier, éventuellement goûter pour certaines. Je trouve que cette dimension expérience joue pour apprendre. Et donc, j'étais à la recherche de l'huile essentielle parfaite, d'un point de vue éthique, d'un point de vue environnemental, d'un point de vue qualité, efficacité thérapeutique. La dimension sociale aussi m'intéressait, notamment pour les huiles essentielles qui viennent du bout du monde. Hem, il fallait que le producteur soit respecté. Donc quand on met ça bout à bout, finalement ça élimine pas mal de possibilités, pour se fournir. Bon, agriculture biologique, je l'ai pas cité, mais tellement ça me semble évident aussi. Et j'ai rencontré plusieurs, fournisseurs possibles et j'ai eu un coup de cœur pour un, donc Julien chez Bohemia, où je suis devenue cliente. J'ai eu beaucoup de plaisir à utiliser leurs huiles que je trouvais, qui répondaient à tout ça, à toutes mes valeurs et à la qualité que je souhaitais, plus la dimension plaisir de l'olfaction. Et j'ai tellement apprécié de travailler avec lui et Pierre-Jean que j'ai commencé à venir faire des essais de distillation, j'ai commencé à rédiger quelques petits articles et puis je suis plus repartie et on a fini par s'associer. Donc maintenant j'ai une double activité, donc la formation à l'aromathérapie principalement pour des pharmacies et pour des hôpitaux, et d'autre part la partie cueillette de plantes sauvages. On a aussi des parcelles qu'on cultive, et puis la transformation. Alors ça, allez vraiment écouter le podcast où Julien est interviewé, parce que ça c'est sa spécialité, et c'est un génie de la distillation, donc c'est lui qui gère ça. Mais voilà, et après on distribue grand public et aussi des professionnels de santé, des pharmaciens qui utilisent nos huiles. Donc là, tu as vraiment un parcours, global, on va dire. Tu es, pas seulement, conseillère en aromathérapie, comme, ça peut être le cas de certaines personnes, mais il y a en plus de ça, vraiment ton parcours avec, Bohemia, où tu vas vraiment, cueillir, les plantes, tu les transformes et cetera. Donc je trouve ça génial en fait d'avoir, toutes ces casquettes, plus la casquette évidemment, de pharmacienne, on va dire, docteur en pharmacie. Donc voilà, je trouve que voilà, déjà, par rapport à tout ce que tu as dit, c'est vraiment un parcours qui est complet, et ça doit se ressentir aussi, justement dans les formations que tu animes, parce qu'évidemment tu as, toutes ces casquettes-là, donc tu peux vraiment bien conseiller, et bien former en fait, les professionnels de santé. Oui, rencontrer la plante et aller à l'origine a transformé ma pratique de l'aromathérapie. Je suis passée d'une expérience de utiliser un principe actif pour un symptôme, une pathologie, quelque chose, au final faire de l'allopathie avec quelque chose de naturel, ce qui est pas optimal, je me rends compte maintenant, à vraiment connaître la plante depuis la graine jusqu'à l'utilisation, et à choisir mes huiles essentielles différemment sur d'autres critères, notamment le local. Et vraiment ça a enchanté ma pratique. Et ça, je le ramène effectivement en formation. Je ramène des plantes, je ramène des huiles essentielles et des hydrolats à sentir, à goûter. Et et oui, j'ai envie de leur rapporter ça parce que ça éclaire, ça illumine la façon de faire de l'aromathérapie. Oui, et puis surtout aujourd'hui où on est un peu déconnecté de la nature, où il y a beaucoup de savoir, qui s'est perdu, beaucoup de personnes vivent en ville, enfin la majorité des personnes. Donc en fait finalement, c'est aussi ça, c'est transmettre, comme tu disais les savoirs de, voilà, telle plante, elle s'appelle comme ça, elle a telle et telle propriété, et ça je trouve que c'est vraiment primordial, et on devrait même l'apprendre à l'école, si c'était moi qui devais faire les programmes, ou voilà, je pense que c'est vraiment hyper, hyper important.
J'interviens, dans l'école de mes enfants pour, faire des petites sorties comme ça et effectivement, avant tout leur donner le goût et la curiosité. Parce que les connaissances, c'est infini. On n'en a pas assez d'une seule vie pour, devenir, compétent en botanique, en santé naturelle, c'est immense. On peut que être humble face, à la complexité du végétal. Mais, ça, être curieux, avoir envie de: «Qu'est-ce que c'est ça et à quoi ça sert?» et puis continuer à tirer le fil, à son rythme. Alors, on va repartir un peu de la base. Finalement, c'est quoi une huile essentielle et comment c'est fabriqué? Alors c'est très simple de fabriquer une huile essentielle et pourtant il y a une variabilité énorme dans la qualité. C'est aussi simple que de faire du pain et c'est aussi compliqué que de faire du bon pain. La différence, elle se situe là, c'est une méthode artisanale et la pâte du distillateur compte pour beaucoup. Il y a une autre chose qui compte, c'est la plante, bien sûr, et sa qualité. Si vous prenez, des plantes, fraîches, cueillies avec soin, que vous les ramenez à l'alambic rapidement, que les plantes ne sont pas stockées, sont dans des conditions optimales, là, vous allez pouvoir les distiller et en faire une belle huile essentielle. Pour faire ça, c'est très simple, vous prenez un alambic, c'est la première partie, c'est une cuve, qu'on on va remplir de plantes, on va bien tasser. On va refermer par une sorte de chapeau qui arrive au-dessus pour, que la vapeur qu'on va envoyer traverse et ensuite, suive un circuit. Donc cette vapeur, elle est là pour venir casser, certaines cellules, certains poils sécréteurs et venir récupérer, sur la plante, certaines molécules, pas tout. Alors ça, c'est quelque chose d'important. L'huile essentielle n'est pas la seule solution. Il y a d'autres manières d'extraire les principes actifs. Heu, la gémothérapie, la tisane tout simplement, toutes sortes d'extraits, végétaux, qui vont être aussi intéressants, les teintures mères, les alcoolatures, bref. Selon la méthode, on va extraire différentes choses. Et là, ce qu'on va extraire, c'est les molécules aromatiques, tout simplement les parfums, ce qui sent bon. Et ça a aussi une activité thérapeutique. Donc, la vapeur a traversé les plantes, elle remonte et elle va passer ensuite dans une sorte de, on appelle ça un serpentin, une sorte de tuyau en tortillé, euh, qui est dans de l'eau froide. Donc l'idée, c'est de repasser de la vapeur à nouveau au liquide. Et à la sortie de ça, on va récupérer deux choses, et pas juste de l'huile essentielle. On va récupérer de l'eau, cette eau recondensée et un peu d'eau qu'il y avait dans le végétal, qui vont avoir une odeur, qui vont avoir parfois un petit peu de couleur et un intérêt. C'est ce qu'on appelle l'hydrolat, ou si c'était une fleur, l'eau florale. Vous connaissez tous ça, même si vous n'avez pas forcément l'impression de connaître. La fleur d'oranger en est un exemple emblématique, l'eau de rose également. Mais à chaque fois qu'on va distiller pour une huile essentielle, on aura aussi l'hydrolat et pour moi c'est l'avenir de l'aromathérapie, l'hydrolat. Alors, dis-nous justement pourquoi c'est pour toi l'avenir de l'aromathérapie? Est-ce que c'est pour le volet environnemental ou pas forcément? Déjà, quand à la sortie de l'alambic, donc on a un essencier, c'est quelque chose de très simple qui par un jeu de niveau va séparer l'huile essentielle, donc c'était pour ça qu'on distillait, qui flotte. Elle va être légèrement moins dense que l'eau, donc elle va flotter à la surface et il va y en avoir très, très peu. Ça peut aller, par exemple, le lavandin qui est une des plantes les plus productives en huile essentielle, il faudra 100 kilogrammes pour avoir 1 litre d'huile essentielle. Ça peut paraître déjà beaucoup, mais c'est un très bon rendement. Jusqu'à la rose ou la mélisse où il faudra plusieurs tonnes pour avoir 1 litre d'huile essentielle. Et plusieurs tonnes de pétales de rose, il y a de quoi remplir une pièce, quoi. C'est vraiment très très gourmand en matière végétale. Donc ça rejoint ce que tu dis, c'est la notion environnementale. Mais il y a aussi que, par exemple, si on prend un alambic de taille moyenne de 500 litres, pour une distillation moyenne, on aura les 400 millilitres d'huile essentielle, ce qui est très peu. Mais de notre côté, on aura environ 60 litres d'hydrolat. Donc ça sera hyper intéressant de le valoriser. Mais c'est pas juste parce qu'il est là qu'on cherche à en faire quelque chose. C'est aussi parce qu'il a un intérêt culinaire. On a vu l'eau de fleur d'oranger, cosmétique avec l'eau de rose. Un effet émotionnel également. On a parlé vite fait de la mélisse. Et puis ça peut être thérapeutique par voie interne. On met
une cuillère à café dans un verre d'eau et on va bénéficier des propriétés de la plante qui sont intéressantes. Tout ça en étant beaucoup plus facile à manier qu'une huile essentielle, qui est du concentré, des actifs purs. Donc il faudra diluer, il faudra savoir comment on s'en sert. Je dis pas que l'hydrolat n'a pas de contre-indication ou qu'on peut l'utiliser n'importe comment, mais c'est déjà beaucoup plus souple. On pourra l'utiliser chez la femme enceinte, dans certaines conditions, chez l'enfant, chez les personnes fragiles. Ça ouvre beaucoup de possibilités. Donc ça fait un énorme atout pour ce produit qui gagne en notoriété. On parle de plus en plus de l'hydrolat. Alors, Camille, il existe des centaines et des centaines de marques différentes d'huiles essentielles sur le marché. Comment on s'y retrouve là-dedans et comment on fait pour choisir une huile essentielle de qualité? Toi-même, tu le disais tout à l'heure, tu as cherché pour trouver, voilà, des huiles essentielles de qualité et tu es, professionnelle, dans le domaine. Donc je me dis pour quelqu'un qui n'y connaît rien, comment on fait pour s'y retrouver? C'est vrai. Alors, j'étais très exigeante. Je t'ai détaillé mes critères. Parfois, on en a un peu moins que ça. Je peux l'entendre. Et j'ai trouvé ça chez Bohemia. Il y a d'autres laboratoires ou artisans qui travaillent avec les mêmes méthodes et les mêmes valeurs que Bohemia. Je suis pas en train de dire qu'on est les meilleurs et qu'on est les seuls à travailler comme ça. Par contre, il y a quand même pas grand monde qui travaille comme ça de notre côté. C'est vraiment la question difficile parce que tout le monde va dire ma qualité est la meilleure. Les industriels vont mettre en avant la standardisation, le fait que d'avoir des process industriels qui vont garantir une conformité constante qui rentre dans les cases. Et de l'autre côté, comment on fait pour arriver à cette standardisation? C'est en mélangeant différents lots pour rentrer pile dans les taux de conformité, à mettre un peu de ci, comme un assemblage de vin, un peu de ci, un peu de ça, et arriver à quelque chose qui finalement ne correspond plus à un terroir, ne correspond plus à une plante qui est fabriquée pour correspondre à une norme, avec des notions de volume, parce que le marché de l'aromathérapie est colossal aujourd'hui à fournir et donc on peut plus être en méthode manuelle pour la récolte, distiller avec soin en petits alambics. Plus on devient grand, plus il y a du compromis à faire. Alors ces industriels répondront oui, mais les artisans ne feront pas des chromatographies. C'est le contrôle qualité de l'huile essentielle, enfin qualité, le contrôle composition de l'huile essentielle, et vont juger que c'est un facteur de moindre qualité. Moi, je comparerais ça, alors j'ai plusieurs exemples, on parlait du vin, mais ça peut être la pâtisserie ou les fruits et légumes. Il y a la qualité artisanale des fruits de votre jardin, du gâteau fait maison, et il y a également la qualité industrielle. Alors oui, on vous garantira qu'il n'y a pas une bactérie dans votre gâteau sous vide. À vous de voir à quelle qualité vous avez envie de vous adresser. Moi, je trouve que du vivant et une bonne odeur, qu'on retrouve la plante, qu'on retrouve une richesse, bah c'est quand même plus souhaitable qu'une huile essentielle qui sent presque plus rien, qui a une odeur éteinte un peu. Vraiment, alors, j'aimerais qu'on n'ait pas un micro entre nous et pouvoir vous faire sentir parce que ça se sent vraiment. Mais si vous avez des huiles chez vous, faites le test. Simplement, vous ouvrez, vous sentez sans préjugés, si vous retrouvez la plante, si vous retrouvez quelque chose d'intéressant ou si c'est plutôt finalement parfois piquant, parfois avec des défauts, en sachant que c'est quelque chose de très subjectif et l'olfaction. Donc tout ce que je vous dis là, c'est pas facile. J'ai du mal à trancher, à vous dire comment faire. D'autant plus qu'il y a sur le marché beaucoup de falsifications. Il y a des études qui le prouvent, menées par le CNRS, par des gens très sérieux qui ont mis en évidence que sur le marché, il y a des huiles essentielles qui ne correspondent pas à ce qui est mentionné sur l'étiquette. Ça peut être des ajouts de produits chimiques, parce que les molécules contenues dans les huiles essentielles, certaines, on sait les synthétiser. Ça peut être des coupes avec de l'huile végétale, parce que ça coûte moins cher et donc finalement vendu au même prix, ça sera intéressant pour le fraudeur. Il y a tout ça. Donc au final, j'en ai parlé avec beaucoup de gens qui s'intéressent à ça, des chercheurs, des hospitaliers, bref, différents profils. Et on en arrive un peu tous à la même conclusion, c'est de dire, en fait, sachez d'où ça vient.
observez, déjà le site internet, mais sur un site internet, tout le monde vous dira: «C'est naturel, c'est super bien ce qu'on fait». Allez à la rencontre. La plupart, quasi tous en fait, qui travaillent selon ces méthodes-là seront ravis, de vous accueillir, de vous montrer, ce qu'ils cueillent, comment ils le transforment et de vous parler de leur métier, de leur passion, de leurs produits. Mais déjà, ça veut dire, peut-être, pas forcément aller vers, les marques les plus connues, mais aller plutôt vers des petits producteurs parce que, il y a beaucoup plus de chances qu'ils cueillent, eux-mêmes, la majorité des huiles qu'ils vont distiller que, une grande marque peut-être avec beaucoup de volume comme tu disais. Effectivement, plus il y a de volume, plus ça vient, de loin, plus il y a eu d'intermédiaires, donc de risques de falsification. Et il y a une autre question qui trompe pas en fait, c'est le prix. On a vu ce que ça représentait comme volume de plantes fraîches, le travail que ça représente, au champ, en amont, de cueillette, de transformation. Au bout d'un moment, si c'est anormalement pas cher, ça doit vous alerter. Un flacon de lavande à 2 ou 3 €, c'est pas possible qu'il y ait de la qualité dedans. C'est à un moment, le temps que ça prend, l'énergie fossile, ou électrique pour le transformer, toutes les étapes, la revente, c'est pas possible d'avoir une lavande à 2 ou 3 € et ainsi de suite. Notamment les huiles qui viennent du bout du monde, Ravinsara, Tea Tree. Si c'est vraiment pas cher, c'est que c'est des enfants dans les champs, c'est des producteurs qui ne sont presque pas payés pour leur travail, qui sont, réduits à un esclavagisme moderne. C'est pas des choses qu'on a envie d'entendre, hein, j'entends, ça bouscule, ça fait pas plaisir, mais il faut savoir que derrière, il y a ça. Alors, entre le bas coût à 2, 3, 4 € le flacon et l'excellence d'une production française, de qualité, on peut choisir en fonction de ses possibilités où est-ce qu'on place le curseur, mais vraiment le bas de gamme, j'y vois aucun intérêt. En plus, ça va être des huiles pas très intéressantes, d'un point de vue thérapeutique, vous serez déçus, donc c'est déjà trop cher, en fait. Vous aurez mis de l'argent, pour, pas de résultat. Donc ouais, le prix, c'est une notion, importante. Et alors, moi, je le vois beaucoup parce que je travaille en magasin bio en plus du cabinet, et donc je suis dans le rayon, santé et beauté. Donc mon travail, c'est voilà aussi de conseiller les personnes qui viennent et donc j'en vois beaucoup, qui connaissent, les huiles essentielles, en tout cas qui ont l'habitude de les utiliser, au quotidien. Hem et voilà, il y a parfois des petites erreurs qui sont commises et je les mets souvent en garde, parce que, beaucoup pensent que, bah, oui, c'est des huiles essentielles, c'est des plantes, donc bah, c'est inoffensif. Comment toi quel conseil tu pourrais donner en tout cas pour utiliser les huiles essentielles de façon responsable et sans danger, pour notre santé? Le c'est naturel donc c'est OK, on l'entend, encore. J'aime bien répondre dans ces cas-là que l'arsenic est naturel, que le venin de crotale est naturel, que la ciguë est naturelle et pourtant les 3 sont mortels à très faible dose. Ça évoque que, la dangerosité ne vient pas d'un produit en tant que tel, mais déjà de sa dose. Donc là, on commence à toucher du doigt le fait que, évidemment que si on se tartine de clous de girofle, huile essentielle, ça va mal se passer. Il va y avoir une irritation, ça va être une catastrophe. Dans un même temps, il y a eu un rapport de l'ANSES qui a analysé 10 ans de centres antipoison et les retours qu'ils ont eus avec des huiles essentielles pour évaluer, alors c'est qu'une photo, un instant T et avec un moyen précis, mais évaluer la dangerosité des huiles essentielles. Et alors ce rapport est disponible, vous pouvez le consulter. Heu, En résumé, c'est très rassurant. Les rares cas, qui ont été, notifiés dangereux, c'était des cas de mésusage. Mais si vous mangez 3 kilogrammes de chocolat, ça va mal se passer aussi. Si vous mettez, des grandes quantités d'huile essentielle, ça va mal se passer. Jusque-là, je pense qu'il y a rien d'étonnant. Hem Là où ça devient un peu plus subtil, c'est si vous avez des vieux livres d'aromathérapie, j'entends par là qui ont, plus de 10 ans ou 15 ans chez vous, ou qui n'ont pas été mis à jour pour certains, notamment, un qui est, très connu. Il y a des dingueries dedans. Alors déjà, il y a des
C'était la manière de faire de l'époque. Donc ça c'est facile de juger avec notre recul actuel. C'était de mettre des fortes proportions d'huile essentielle. 20-30% et compléter avec l'huile végétale pour arriver à 100%. Ça, c'est déjà beaucoup, en fait. Alors, c'est déjà mieux que de tartiner l'huile essentielle pure sur la peau, mais c'est déjà des gros dosages. Ça a pour inconvénient d'avoir des effets indésirables potentiels et de vous coûter cher puisque vous mettez beaucoup d'huile essentielle, là où on est conscient maintenant qu'avec beaucoup moins, ça passe en efficacité. Je vois des protocoles hospitaliers à 1%, à 3%, où ils arrivent à démontrer une belle efficacité, où les patients sont ravis. Donc, clairement, ça peut fonctionner avec des très petits dosages. Et ça tombe bien, ça revient pas cher et ça permet d'aller vers des huiles plus vertueuses, de choisir quelques flacons d'une bonne marque. Vous aurez de la qualité, de l'efficacité et ça vous revient pas plus cher que de céder aux sirènes du marketing et à chaque fois que dans une newsletter, une marque connue vous propose la dernière huile du bout du monde qu'il faut avoir chez soi. Une approche locale, raisonnée, fonctionne très très bien. Donc, il y a ça déjà. Alors après, rentrer dans le détail de comment on utilise les huiles, les diluer, ça c'est une évidence. La voie olfactive est particulièrement intéressante. Là aussi, on a de plus en plus de travaux qui mettent en évidence qu'avec une quantité infime d'huile essentielle, on arrive au niveau émotionnel notamment à avoir de magnifiques résultats. Sinon, la voie cutanée est très intéressante aussi. Les huiles essentielles passent à travers la barrière cutanée, donc c'est un petit peu une voie générale aussi. Et la voie orale sera à réserver aux thérapeutes. Et c'est d'ailleurs ce que je dis aussi au magasin, c'est beaucoup de gens qui le prennent par voie interne. Je dis: moi je ne veux pas vous dire de le prendre par voie interne parce que voilà, souvent on peut se tromper sur le dosage parce que c'est facile de mettre 2 gouttes au lieu de 3 ou voilà. On sait que derrière ça peut causer des problématiques, au niveau de l'estomac par exemple, si ça irrite donc c'est je trouve encore plus délicat de le prendre par voie orale. Il faut vraiment faire appel à un professionnel de santé et réserver ça, je pense, à des cas, assez spécifiques. Enfin, pas faire ça en tout cas, sur le long terme, dans le quotidien, quoi. Oui, c'est hyper intéressant une goutte et puis finalement il y en a 2-3 qui tombent. Ça nous est tous arrivé. Je reviens sur les rendements d'huile essentielle et la quantité de plantes qu'il faut derrière pour connecter à du réel. Si on prend l'exemple du thym, il faut environ 350 kg, 300 kg pour obtenir 1 litre d'huile essentielle. Bon, on voit que c'est beaucoup, ça fait un joli tas de thym qui nous recouvrirait toutes les deux là. Mais si on ramène ça à des notions plus petites, un flacon, 1 millilitre, finalement à une goutte qui est qui est l'unité de mesure qu'on parlait juste avant, il faut environ 15 grammes de thym pour avoir une goutte d'huile essentielle. Et 15 grammes de thym, c'est un flacon en verre au rayon épices. À peu près selon les marques, ça va de 14 à 16 grammes. Vous regarderez en faisant vos courses ou dans votre cuisine. Donc à chaque fois que vous prendrez une goutte de thym, vous prendrez un flacon entier d'épices. Donc si finalement vous en prenez 2-3, on en est à 3 flacons d'épices cul sec. Et si vous faites ça 3 fois par jour, à la fin de la journée, vous avez mangé 9-10 flacons d'épices. On se rend bien compte à quel point c'est de l'actif concentré et ça vous viendrait pas à l'idée de manger 10 flacons d'épices de thym dans la journée. Donc peu, ça fonctionne, c'est déjà beaucoup en fait, même si visuellement c'est très peu, une goutte. Et au-delà, on va pas rajouter de l'efficacité, on s'en rend bien compte avec cet exemple. Par contre, on ira vers des effets secondaires potentiels. Et puis il y a le foie derrière qui doit gérer tout ça donc C'est pas des quantités de plantes logiques en fait. On s'en rend compte si on ramène ça à la matière première qui est la plante. Alors, est-ce que tu pourrais nous donner quelques huiles essentielles à avoir, chez soi et qui sont, d'une grande utilité, pour la santé et peut-être aussi qu'on peut trouver en local? Parce qu'on parlait tout à l'heure du Ravinsara, mais je me souviens de quand j'ai tourné l'épisode, avec, Julien de Bohémia qui me disait: en fait, tout le monde utilise du Ravinsara, mais on pourrait utiliser à la place, du laurier noble qui a un peu les mêmes propriétés». Donc, voilà, est-ce que tu peux nous donner un petit peu les quelques huiles à avoir chez soi et qui sont, polyvalentes et utiles? Pas besoin, comme tu disais, d'en avoir, 36 dans sa pharmacie. Alors déjà le laurier effectivement, ça fait énormément de choses. Vous pouvez l'utiliser pour son côté anti-infectieux. Ça va être comme le Ravinsara antiviral, mais aussi antibactérien. Il y a un effet
antalgique, anti-inflammatoire qui est intéressant. Donc rien que avec ça déjà, ça ouvre des dizaines de possibilités. Il y a aussi la dimension émotionnelle du laurier. Il y a un bon moyen de s'en souvenir, c'est les couronnes de laurier, qui dans l'Antiquité couronnaient les vainqueurs. Et le laurier a une dimension de confiance en soi, de clarté, de la concentration et de force. Vraiment, c'est la victoire, le laurier, quoi. Vous êtes invincible avec du laurier. Donc déjà, avec un petit flacon, vous pouvez gérer les infections virales, les infections bactériennes. On a dit tout ce type d'émotions, type prise de parole en public, examen, simplement confiance en soi. Je connais personne. Enfin, si, il y en a quelques-uns qui en ont un peu trop, mais globalement, globalement, on a plutôt tendance à en manquer. Et l'effet antalgique qui est très intéressant aussi. Donc, on peut aller sur des pathologies articulaires. Donc, vraiment, une panacée, le laurier. Il y a 2 autres stars, alors celles-là vous les connaissez beaucoup plus certainement, que sont la lavande officinale et l'hélicryse italienne en aromathérapie. Je passe peut-être plus vite sur ça parce que la lavande, pareil, on va pouvoir faire plein de choses avec. Antalgique également. Au niveau émotionnel, ça va favoriser le sommeil, la relaxation, c'est vraiment une huile de la détente. Et en plus de ça, c'est une très bonne huile pour la cicatrisation et tout ce qui va être cutané. Irritation, ça peut faire tellement de choses, je sais pas, ampoule, aphte, on peut citer tout ce qui nécessite une cicatrisation sera soulagé par l'utilisation adéquate de lavande. Et c'est bien la lavande officinale parce qu'il y a plusieurs types de lavande. Oui, il y a aussi la lavande aspic qui est celle que l'on croise dans les garrigues et en dessous de 400 mètres d'altitude, donc pourtour méditerranéen, là où la lavande officinale sera plus sur les hauteurs après 400 mètres d'altitude. Le lavandin est l'hybride entre les deux, donc ça c'est les grands champs qu'on voit cultivés, très photogéniques, très instagrammables, ça bien souvent c'est du lavandin. Et alors tu voulais nous parler aussi de l'hélicryse. Alors oui, l'hélicryse, c'est l'huile pour convaincre un sceptique de l'aromathérapie qui vous dirait « ça marche pas ». Vous cognez le tibia à la table basse. Vous dites un bon chapelet de gros mots et puis vous allez chercher votre huile essentielle d'hélicryse. Là où il y a eu le choc, alors souvent ça fait un creux au début et puis après vous savez que ça va faire une bosse violacée et puis après un hématome qui va passer par toutes les couleurs. Vous appliquez une goutte d'huile essentielle très légèrement diluée avec un peu d'huile végétale. Vous refaites ça 1 heure après, le soir même, et l'hématome violacé ne viendra jamais, au point que quelqu'un qui ne sait pas de quel côté vous êtes cogné, alors vous, ça vous fera un petit peu mal encore le lendemain, mais sera incapable de détecter là où normalement il y aurait eu un énorme hématome. C'est visuel et spectaculaire. Donc c'est une huile essentielle qu'on peut utiliser à partir de 1 an, donc les enfants qui découvrent la marche, l'œuf de pigeon suite à une chute, c'est particulièrement intéressant. Donc là, je vous disais en geste d'urgence, mettre une goutte un tout petit peu diluée, mais ça vaut le coup si vous avez des cascadeurs chez vous, d'avoir un mélange dilué à 1%, 2%, ça suffira. Très très peu d'huile essentielle dans beaucoup d'huile végétale et vous aurez une très belle efficacité. Et en plus, ça sent très très bon l'huile essentielle d'hélicryse. Enfin, moi, en tout cas, j'adore. Je trouve que ça sent divinement bon. Donc ça serait les 3 que toi tu conseillerais à avoir, en tout cas, laurier noble, hélicryse italienne, lavande officinale. Est-ce qu'il y en a une autre comme ça qui te vient à l'esprit? Il y en a une autre, mais juste, j'aurais du mal à dire celle qu'il faut avoir chez tout le monde, parce que tous les besoins sont pas les mêmes. Si vous ne faites pas un sport avec des chocs, si vous n'avez pas de jeunes enfants cascadeurs, peut-être que c'est pas l'hélicryse qu'il vous faudra, alors que à côté de ça, vous avez un autre problème qui peut être soulagé, vous êtes très stressé, ou ça va dépendre de vos besoins, de votre famille. Mais pour tout le monde, avec une trousse de maxi 10 huiles essentielles, on fait le tour de votre famille et même des invités qui pourraient avoir autre chose. Tellement c'est polyvalent. Au sein d'une huile essentielle, il y a des dizaines de molécules. Et pour une même huile essentielle, on va avoir différentes indications. Ça va être réparateur cutané, relaxant et favoriser le sommeil pour la lavande. Donc,
La trousse idéale, elle est celle qui vous convient. Et s'il faut aller rajouter une huile essentielle intéressante, moi j'ai un gros crush pour le pain d'Alep. J'en parle beaucoup, je suis une des rares à en parler, et ça me... Je sais pas pourquoi, je comprends pas, parce qu'elle est géniale. C'est le pain, si vous imaginez le petit chemin qui vous mène à la plage en Méditerranée, les pins qui vous entourent, cette odeur de résine, c'est lui. Il est abondant, il est même un petit peu invasif, donc il y a de quoi en récolter énormément. On n'est pas face à une ressource sensible, ce qui est le cas pour beaucoup de plantes, notamment qui viennent du bout du monde. Il y a des plantes qu'on a quasiment éteintes en notre consommation en aromathérapie en quelques années, et il y en a encore beaucoup de plantes utilisées qui sont en danger sur la liste UICN des espèces en danger. Donc on a des ressources abondantes, locales et très intéressantes, donc moi ça me semble évident d'aller vers ça, d'en parler, de les faire connaître, et notamment le pain d'Alep, il a 20% de bêta-cariophyllène à l'intérieur. Qu'est-ce que c'est cette bête? C'est une molécule très intéressante dans le traitement de la douleur. Une piste pour traiter la douleur, donc un potentiel d'application immense, une odeur résineuse méditerranéenne, je vous dis, c'est vraiment l'odeur des vacances au soleil. Il a d'autres qualités aussi, je pourrais vous en parler jusqu'à demain, mais c'est vraiment une huile essentielle à découvrir, le pain d'Alep. Son hydrolat aussi, très intéressant, mais ça devrait, si tout va bien, si on a une approche logique de l'aromathérapie, devenir un incontournable. Ouais, tu fais bien d'en parler parce que c'est vrai on en entend pas trop parler du pain d'Alep, c'est assez rare, donc heureusement que tu en parles sur les réseaux sociaux et là à travers le podcast quoi pour, aussi inviter les personnes à découvrir cette huile essentielle, qui, tu l'as dit en plus, a de grandes propriétés, antidouleurs, ce qui est assez rare quand même, C'était une intuition de Julien, mon associé, de distiller cette ressource, de voir ce qu'il en était. Alors on a fait d'autres essais, pas tous fructueux, et celui-là c'est une grande réussite, et en fait il souffre du manque de notoriété. Là où on va tous sur des huiles essentielles connues, c'est un petit peu comme les poissons ou les sites touristiques, on va tous au même endroit, on s'entasse sur la même ressource, alors qu'à côté de ça, vous avez à quelques kilomètres de là une promenade extraordinaire ou un poisson moins bien connu et pourtant qui va rester sur l'étal, et tout le monde va choisir le même poisson. Donc élargissons notre vision de l'aromathérapie, c'est super intéressant, on le regrette jamais, on enrichit sa pratique en faisant ça. Est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter, voilà, un dernier conseil pour, bien choisir ou bien utiliser les huiles essentielles? Quelque chose que tu as beaucoup vu, peut-être quand tu faisais des ateliers, ou qu'on te rapporte souvent et qui te viendrait comme ça, à l'esprit pour, voilà, pas faire de bêtises, on va dire? Alors pas faire de bêtises, il faut se former, ça se résume pas à un conseil. Il y a des super livres qui expliquent très bien comment les utiliser, notamment certains par des professionnels de santé. Je peux en conseiller un? J'aime bien le guide terre vivante des huiles essentielles qui a été rédigé par Françoise Quick-Marinier et Anthony Touboul, qui sont 2 pharmaciens qui ont une belle vision de l'aromathérapie. Et j'aime bien parce qu'il est pratique. Il est accessible quand on débute et il est complet quand on évolue. Donc il est très intéressant pour ça. Alors après il y a des formations. On peut demander conseil aussi à des professionnels de santé formés à l'aromathérapie. Il y a de plus en plus de pharmaciens qui le sont. Et sinon, j'aurais aimé boucler la boucle en fait en parlant de ce qu'on a évoqué au début, de la curiosité des plantes, de la curiosité des produits, les huiles essentielles que vous avez déjà en votre possession. Apprenez à les redécouvrir, sentez-les en conscience faites une olfaction de 5 minutes, vous allez avoir l'impression de discuter avec votre voisin que vous connaissez, vous pensiez connaître, et en fait vous découvrez des choses. Et puis sur ces huiles que vous avez déjà aussi, regardez à quoi elles servent, parce que vous l'avez peut-être eu pour un usage, et en fait vous allez voir que la palette est beaucoup plus large et qu'avec ça vous pourriez faire plein de choses chez vous. Et une fois de plus, une approche qui peut sembler un peu austère et restrictive ne l'est pas du tout. C'est un plaisir de découvrir ces huiles et avec un petit nombre de faire plein de choses.
C'est complètement décroissant de dire ça, mais c'est un plaisir et c'est une façon de faire l'aromathérapie, qui est pas celle qu'on entend le plus, en tout cas, dans les médias ou sur les sites, à fort marketing, mais on peut vraiment se faire plaisir avec cette approche. Oui, puis c'est beaucoup plus éthique et beaucoup plus, respectueux aussi de l'environnement comme on le disait tout à l'heure, hein. C'est de se dire, on va pas, exploiter, toutes nos ressources et au final, éradiquer, des espèces, des plantes et cetera, alors que finalement avec un petit nombre, on peut très bien, s'en sortir et avoir de très bons résultats, quoi. Ouais, et puis aller à la rencontre de distillateurs, découvrir, comment on fait une distillation, les belles odeurs qu'il y a autour, la passion de ces métiers, de cueillette, de culture et de transformation. C'est vraiment enrichissant. Bon après, parfois on y reste pour toujours, mais c'est un plaisir. Mais c'est bien, en tout cas, c'est une belle histoire d'amour. Exactement. Et puis voilà, je trouve que c'est important aussi ce que tu disais, juste pour terminer, que c'est, le connaître en fait justement, comment les huiles essentielles sont fabriquées, combien de kilos, de tonnes il faut pour avoir un flacon ou en tout cas, quelques litres à peine d'huile essentielle. Ça permet aussi je trouve de retrouver vraiment le côté, la préciosité un peu des huiles essentielles et pas, se dire: «Bah, je vais acheter des huiles essentielles parce que, j'ai envie d'en mettre dans mon aspirateur, pour que ça sente bon», quoi. Pour moi, les huiles essentielles sont tellement précieuses qu'elles doivent être réservées à des usages nobles, pour se soigner, pour gérer ses émotions, ce genre de choses. Un petit peu en diffusion avec un usage modéré, mais au-delà, il y a des utilisations qui ne me parlent pas. Merci beaucoup Camille pour toutes ces informations et donc je rappelle le nom de ton entreprise qui forme justement, toutes les personnes, à l'usage, à l'utilisation, des huiles essentielles qui s'appelle l'atelier Aroma. Merci beaucoup, à bientôt. Merci beaucoup. C'était Akiba Plat, le podcast qui porte la voix des passionnés du vivant en Occitanie. Si cet épisode vous a plu, pensez à le partager et à laisser une note sur votre plateforme d'écoute. C'est le meilleur moyen de soutenir mon travail et de faire connaître le podcast. Retrouvez-moi aussi sur les réseaux sociaux pour suivre toutes les actualités. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode et en attendant, prenez soin de vous.